Je donne la parole à Stéphane Kremer. Merci. Madame la Présidente, mes chers collègues, il y a un peu plus de 3 ans, certains nous annonçaient du changement, prédisant même un soir de mai 2012 que le changement allait être maintenant. Avec le recul aujourd'hui, force est de constater que le changement tant annoncé peine à montrer le bout de son nez, sauf au détour de quelques réformes sociétales, de la déconstruction systématique des politiques mises en place par le gouvernement précédent, d'un alourdissement brutal de la fiscalité ou encore du changement de moyens de locomotion présidentielle, provoquant un autre changement dans les appartements élyséens, pas forcément des plus discrets. Ainsi, à l'image de l'hypothétique inversion de la courbe du chômage, si on en croit les chiffres publiés récemment, il semblerait que ce changement ne soit pas d'actualité pour le moment, et il se murmurerait même dans les milieux bien informés que son arrivée soit reportée à l'horizon 2017. Ceci étant dit, à l'inverse, dans notre Assemblée régionale, en ce moment, que de changements. Le changement, en premier lieu, vous l'avez dit Madame la Présidente, c'est l'arrivée de 2 nouveaux élus dans cet hémicycle, suite aux récentes élections départementales et le nécessaire remplacement de Martine Péquignot et Denis Leroux, tous deux en situation de cumul de mandat. Je profite donc de mon intervention pour saluer l'arrivée de nos 2 nouveaux collègues, Kider Nadjem pour notre groupe d'opposition et Ramazan François Kemak pour le groupe majoritaire, en leur souhaitant la bienvenue au sein de notre Assemblée régionale. Je précise d'ailleurs, Monsieur Kemak, que c'est ma collègue Véronique Desgalais qui est la plus heureuse de vous retrouver ici, car il semble que votre passage ait été plutôt rapide au conseil municipal de Vesoul après les élections de mars 2014. Madame la Présidente, je profite également de cette intervention de début de session pour saluer tout particulièrement Martine Péquignot, votre ancienne vice-présidente, appelée à d'autres missions au conseil départemental de la Haute-Saône. Beaumarchais disait « Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur ». Vous comprendrez donc toute la sincérité qui est la mienne, qui est celle des membres de notre groupe, alors que nous souhaitons simplement saluer Martine Péquignot, qui est une élue passionnée et honnête, qui a toujours œuvré avec ouverture d'esprit et pragmatisme, sans sectarisme ni idéologie, quelles que fussent les idées de ceux qui débattaient avec elle. L'autre changement important dans les rangs de votre opposition, Madame la Présidente, c'est le nouveau nom de notre groupe, qui s'appelle désormais les Républicains, UDI et Divers Droite. Si la nouvelle appellation de l'UMP ne révolutionnera certainement pas la face du monde, j'en conviens volontiers, ce nouveau nom aura au moins le mérite d'afficher une valeur républicaine qui m'est chère, comme certains d'entre vous le savent. Espérons donc pour le moins que derrière ce nouvel intitulé se cachera l'état d'esprit qui y correspond. Vous noterez également que nous en avons profité pour dépoussiérer l'appellation de la composition centriste de notre groupe, l'UDI étant naturellement présente depuis longtemps au sein de nos rangs. Il y a aussi un autre changement dans le panorama politique national et a fortiori de notre région. Je veux parler de ceux qui se prévalent d'être la 3e force politique de notre pays et qui comptent 4 élus dans notre Assemblée, quand ils daignent être présents à nos séances, qu'ils n'y dorment pas sur la table ou n'y lisent pas le journal. Madame Montel, vous qui combattez le système, vous qui vous placez en mère la vertu face aux autres formations politiques que vous renvoyez dos à dos, vous qui fustigez les affaires politico-judiciaires qui frappent les uns ou les autres, ne devriez-vous pas désormais faire profil un peu plus bas? Pensez-vous toujours combattre le système lorsque votre chef de file national est conseillère régionale dans le Nord-Pas-de-Calais, après avoir été conseillère régionale d'Île-de-France et député européen, que son conjoint, par ailleurs son assistant parlementaire et vice-président du parti qu'elle préside, est également député européen, conseiller régional de Languedoc-Roussillon, soit à l'autre bout de la France, après avoir été en Midi-Pyrénées, que son père, Jean-Marie Le Pen, ancien président du même parti, est député européen et conseiller régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et que sa nièce, après avoir été candidate aux élections régionales dans les Yvelines, est désormais députée du Vaucluse. Pensez-vous toujours combattre le système en étant vous-même élu aux élections régionales dans le Doubs, votre conjoint en Haute-Saône, en vous présentant aux élections municipales puis législatives à Montbéliard alors que vous habitez à Saint-Vite et être en même temps député européen? Pensez-vous toujours avoir les mains propres quand votre mouvement politique est soupçonné de fraude par l'Union européenne, s'agissant de l'activité de vos assistants parlementaires au Parlement européen, ou que Jean-Marie Le Pen est lui-même soupçonné d'avoir dissimulé 2,2 millions d'euros en Suisse, entre autres affaires fiscales tout aussi douteuses? Continuez-vous à prétendre à la théorie du complot en vue de la diabolisation du Front National, quand des militants et des responsables politiques de votre propre parti
avouent avoir incendié volontairement des voitures pour pouvoir dénoncer une insécurité créée de toutes pièces en Seine-et-Marne. Pensez-vous toujours pouvoir dénoncer la pipolisation des élus quand on en est rendu à apprendre que Marine Le Pen a déménagé de la maison familiale parce que le Doberman de son père a tué un de ses chats, ou quand on voit le déballage du schisme familial dans la presse? Je crois qu'il faut que les Francs-Comtois et les Français se rendent bien compte de ceux à qui ils ont affaire. Il faut qu'ils sachent que vous n'êtes que très peu présents au sein de cette Assemblée, sauf aux moments les plus médiatiques. Il faut qu'ils sachent, par exemple, que vous ne votez pas les crédits des lycées sous le simple prétexte que vous n'êtes pas représentés dans les conseils d'administration des EPLE. Il faut qu'ils sachent que l'intérêt des Francs-Comtois vous est parfaitement égal, pourvu que vous soyez élus et que vous puissiez financer le fonctionnement de votre parti politique. Ah ça, vous vouliez du changement, il y a du changement. Nouveau changement, vous l'avez dit Madame la Présidente, aujourd'hui même, car pour la première fois de ce mandat qui se termine, notre Assemblée plénière se tient un lundi. La faute au congrès de l'ARF, auquel beaucoup d'élus de la majorité ont dû participer, à commencer naturellement par vous, Madame la Présidente, histoire de faire de belles photos avec vos collègues présidents socialistes, et de bien... Si, je les ai vus. Et de bien préparer votre programme pour les élections les prochaines élections régionales, aux frais des contribuables, moins de 6 mois avant les élections. Devant l'ordre du jour affreusement chargé de cette Assemblée plénière, il nous faudra aussi siéger vendredi matin, puis vendredi après-midi en commission permanente, afin de satisfaire aux obligations réglementaires qui nous imposent certaines décisions avant l'été. Et votre calendrier n'avait apparemment pas prévu non plus que nous devrions subir une interruption de séance de près de 2 heures, vendredi après-midi, pour assister à la signature en grande pompe du CPER avec le Premier ministre lui-même, voire même en présence d'une partie du gouvernement. Excusez du peu. Mais naturellement, aucun lien avec votre candidature en tant que tête de liste socialiste aux élections régionales dans moins de 6 mois. Loin de moi cette idée saugrenue. N'en déplaise aux élus qui souhaitaient débattre des dossiers proposés au vote vendredi après-midi, je vous annonce qu'il faudra certainement passer une partie des rapports de l'Assemblée plénière et les 93 rapports de la commission permanente au pas de charge pour pouvoir rentrer chez vous avant la nuit ou accepter de siéger jusque des heures très tardives. Cependant, histoire de gagner du temps, Madame la Présidente, peut-être que Manuel Valls pourra-t-il vous expliquer comment faire voter tous ces rapports sans débat, lui qui est apparemment un éminent expert en matière d'article 49.3. Mais finalement, le changement le plus important de ces dernières semaines, Madame la Présidente, c'est bien votre passage du statut de présidente du Conseil régional de Franche-Comté au statut, apparemment très convoité, de candidate pour la présidence de la future grande région Bourgogne-Franche-Comté. Vous me direz certainement, comme tous les élus sortants, que cela n'a pas d'impact sur votre travail au service des Francs-Comtois et sur le fonctionnement de notre collectivité. Bien, détrompez-vous, Madame la Présidente, ça commence à se voir franchement. Cela a commencé avec le livre blanc sur le projet des fusions des régions Bourgogne et Franche-Comté, compilant les avis des élus, des citoyens, du comité des sages, des collectivités, du Césaire, des organisations représentatives et des groupes politiques de notre collectivité. Démarche intéressante pour le moins, si elle n'avait pas été commandée après la décision de fusion de nos 2 régions, mais nous n'allons pas refaire l'histoire. Ce recueil, remis par vos soins au Président de la République, avait également le mérite de comporter quelques réserves ou avis contraires à la position qui était la vôtre. Malheureusement, pour ne pas entacher votre engouement pour le rapprochement avec nos voisins bourguignons, ce livre blanc n'aura été diffusé publiquement que sous la forme d'une synthèse, certes plus digeste, mais dans laquelle disparaissent bizarrement beaucoup de ces avis réservés, mais aussi la partie dédiée à votre opposition, pourtant imposée par le Code général des collectivités territoriales et par le règlement intérieur de notre Assemblée. Et si, après nous avoir traités de bleus, lorsque Patrick Genre a souligné cet état de fait en séance publique, vous avez mandaté un avocat pour rendre un avis argumenté de près de 10 pages sur la conformité électorale de ce document, c'est peut-être que vous n'étiez pas si sûr de votre fait. Il n'empêche, preuve à la pluie, que vous êtes allègrement assise sur le Code général des collectivités territoriales et sur le règlement intérieur de notre Assemblée, pour ne conserver une synthèse de livre blanc qu'à la quasi-gloire de votre projet de fusion bourguignon-franc-comtoise, dont votre opposition est absente, et qui est consultable par tous depuis le début de l'année sur un site internet dédié aux frais des contribuables, où vos photos et celles de M. Patria sont légion. Depuis le mois de février, cela continue avec votre cycle de rencontres dans le cadre de la démarche intitulée « Grande région Bourgogne-Franche-Comté en marche », comme un beau slogan électoral, usant de grands renforts de communication institutionnelle, de scènes habilement éclairées en rose, de coûteux petits fours et de participants louant les réalisations des 2 régions socialistes. Là aussi, si la démarche aurait pu apparaître intéressante, tant les questions des acteurs de nos territoires sont immenses face à ce projet de fusion,
Il n'en ressort qu'un inventaire de compliments à l'endroit des politiques publiques que vous avez mises en place, sans jamais poser les bases de réflexion pour le futur. J'ai personnellement assisté aux 3 conventions, Madame la Présidente, à Dole, à Dijon et à Besançon. Je veux simplement, pour preuve de mon propos, la synthèse qui nous est transmise sur table aujourd'hui, qui ne fait qu'1 page et demie. Tout ça pour ça. Croyez-vous sincèrement que nous pouvons accepter ces grands-messes à votre gloire et à celle de M. Patria, qui n'aboutissent à rien de concret, si ce n'est ce ridicule compte-rendu du nombre de participants? Ce tournant politique dans votre présidence, Madame la Présidente, croyez bien qu'il nous surprend. Vous nous aviez habitués, je dois l'avouer, à plus de sincérité, d'abnégation et de pragmatisme dans votre conduite des affaires régionales. Je vous l'ai d'ailleurs dit à différentes reprises. Aujourd'hui, on ne sait plus si vous êtes présidente ou candidate. Vous qui aviez pris l'habitude, par exemple, lors de vos visites de terrain, d'inviter les élus locaux et les conseillers régionaux du secteur, vous faites désormais des visites d'entreprises, de lycées, des signatures de conventions territoriales ou des remises de labels dans les territoires toutes seules, avec pour vous la seule presse. Je peux vous citer 2 ou 3 exemples dans mon seul territoire d'élection, Madame la Présidente, inutile de dire que ce n'est pas vrai. Dans ces conditions, est-ce la candidate ou la présidente qui se déplace? Quand vous décidez de surseoir aux règles consensuellement établies pour l'attribution de subventions aux porteurs de projets culturels contre l'avis de votre vice-présidente, est-ce la candidate ou la présidente qui agit? Quand vous décidez de financer un débat citoyen planétaire sur le climat et l'énergie au Burkina Faso, en prélude à la COP21 du mois de décembre, qui aura lieu en même temps que les élections régionales, moyennant 10 000 € de modifications budgétaires qui nous seront proposées au vote, est-ce la candidate socialiste amie de François Hollande ou la présidente de la Franche-Comté qui agit? Quand votre compte Twitter ou votre compte Facebook se pare de publications arborant de magnifiques photos prises ici en séance, sans aucune discrétion, par les personnels employés par la collectivité, agissent-ils pour la candidate ou pour la présidente? Quand votre directeur de cabinet vous accompagne sur les plateaux d'enregistrement de débats télévisés avec les autres candidats déclarés en plein milieu de journée, est-il au service de la présidente ou de la candidate? Il est indéniable que vos 2 statuts vont forcément s'entrechoquer à un moment, Madame la Présidente. Quoi qu'il en soit, je voudrais tout de même appeler votre vigilance à l'égard des francs-comtois qui financent notre collectivité et qui n'ont peut-être pas envie de servir de soutien à votre campagne électorale au détriment du fonctionnement de leur conseil régional et qui attendent véritablement que vous soyez leur présidente jusqu'au 31 décembre prochain. À la lueur des derniers chiffres du chômage, qui montrent une fois de plus que notre région décroche par rapport au niveau national, crois bien que cela est d'autant plus vrai. En tout cas, pour notre part, nous continuerons à œuvrer de la même manière jusqu'au terme du mandat qui nous a été confié, sans changement, la campagne électorale devant se faire à l'extérieur de cette enceinte, sans les moyens de la collectivité. Car il y a eu un autre changement qu'il vous faut appréhender avec votre équipe, vous venez de le dire, Madame la Présidente, c'est celui de la fusion réelle avec la Bourgogne. Avec votre assentiment, avec votre enthousiasme débordant, devrais-je dire, vous avez engagé la Franche-Comté dans le processus de fusion sans savoir où, comment, pourquoi faire, ni combien cela allait coûter aux Francs-Comtois. Aujourd'hui, malgré notre opposition à ce modèle de réforme territoriale, les choses sont engagées et les dossiers commencent à se révéler. Quid de la fusion des services, des personnels des collectivités, du siège de la future grande région, des politiques territoriales, des budgets, des dettes et de la fiscalité différentes entre nos 2 régions? Vous voilà désormais au pied du mur et les problèmes affluent. Les services sont débordés par la préparation opérationnelle de la convergence avec la Bourgogne et ils ne sont plus pleinement au service des Francs-Comtois. Ce n'est pas la faute d'avoir répété que vous mettiez la charrue avant les bœufs. Mais voilà, la candidate qui regardait autrefois la Franche-Comté dans les yeux se doit désormais de lorgner aussi sur la Bourgogne et de ne pas froisser les Bourguignons si elle veut être élue. L'exemple le plus frappant de ce changement sera le rapport que vous nous présenterez ce soir au sujet de l'avis sur le projet de décret fixant le chef-lieu provisoire de la région Bourgogne-Franche-Comté. Pensez-vous réellement pouvoir encore regarder la Franche-Comté dans les yeux en émettant un piètre avis réservé sur le décret fixant le chef-lieu de la région à Dijon? Pensez-vous pouvoir longtemps tenir le discours de la défense des intérêts de la capitale bisontine, comme vous le faisiez auparavant, avec un aussi tiède avis réservé? Mes chers collègues, ne sentez-vous pas le changement s'opérer au profit des Bourguignons à qui nous offrons la Franche-Comté sur un plateau d'argent? Il ne peut y avoir différents discours, Madame la Présidente, en fonction de vos interlocuteurs. Quand vous défendez l'idée d'une opposition claire à ce décret auprès de votre ami maire de Besançon ou des représentants du pays de Montbéliard,
puis que vous émettez un avis réservé dans votre propre Assemblée. Pour notre part, nous saurons prendre nos responsabilités sans faillir à la position qui était la nôtre depuis le début, sans trahir l'intérêt des Francs-Comtois dans le processus de fusion auquel nous devons désormais nous soumettre. Vous avez voulu cette réforme, vous avez voulu cette fusion, alors à vous aussi de faire les choses pour que les Francs-Comtois ne soient pas oubliés au moment de partager la pièce montée à la fin du repas du mariage. Pour conclure, finalement, s'il y a une chose dont je me réjouis aujourd'hui, Madame la Présidente, c'est que votre famille politique vous ait accordé la tête de liste aux élections régionales en Bourgogne-Franche-Comté en décembre prochain. Je vous l'ai dit, je suis profondément républicain. Et s'il est une chose qui me tient à cœur, c'est bien que chacun puisse choisir les projets politiques qu'il souhaite pour son pays, pour sa région, en toute connaissance de cause. C'est sur la base des idées que les débats doivent se faire, que le choix du bulletin de vote doit se faire. Le reste n'est que littérature, tractation ou polémique politicienne. Le projet de fusion avec la Bourgogne ne faisait partie ni de votre programme, ni de celui de François Patriat, ni de celui du candidat François Hollande. Aujourd'hui, vous êtes comptable de la situation de notre région et de votre empressement dans la réforme territoriale qui aboutit à la fusion de la Bourgogne et de la Franche-Comté. Vous devez l'assumer et désormais en rendre compte devant les électeurs, faute de leur avoir proposé une autre alternative. François Patriat, lui, a fait un autre choix. Je me réjouis donc de pouvoir ouvertement et de manière démocratique débattre de vos décisions passées et de vos projets futurs devant les Bourguignons et les Francs-Comtois qui pourront choisir en leur âme et conscience si la Bourgogne-Franche-Comté mérite un changement. Je vous remercie.